2022. Dimitri Pavlenko. 8h42, carnet de campagne, c'est le deuxième jour de l'entre-deux tours qui commence aujourd'hui. Emmanuel Macron était dans le Nord hier, petite tournée nordiste entre Denain, Lens également. Et cette information, en fin de journée, il se dit prêt, le candidat chef de l'État, à compléter, enrichir son projet, notamment à amender son projet de réforme des retraites. Comment se gauchir sans faire fuir les électeurs de droite? L'art délicat de l'ouverture. On va en parler ce matin avec Emmanuel Ducrot, qui est journaliste à l'Opinion. Bonjour Emmanuel. Dimitri, bonjour à tous. François Calfon, éditorialiste, membre du bureau national du PS. Bonjour François. Et Bruno Jeudi, éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match. Bonjour Bruno. Bonjour Dimitri. Alors j'ai plein de sujets à évoquer avec vous, puisqu'il sera question aussi aujourd'hui de l'Europe, puisque c'est le thème du déplacement d'Emmanuel Macron, toujours lui, à Strasbourg. On parlera aussi des propositions de Marine Le Pen sur le pouvoir d'achat. Et une question qui plane un petit peu au-dessus de la campagne, cette question de la haine à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est abordé par votre journal L'Opinion sous la plume de Corinne Laïc. Emmanuel, j'aimerais qu'on en dise un petit mot. Mais d'abord, l'actualité du jour. François Calfon, tiens, je démarre avec vous. La tournée nordiste d'Emmanuel Macron sur des terres lepénistes. On retrouve le candidat boxeur, le candidat castagneur, comme il se définit donc. Moi, j'ai surtout trouvé le candidat caméléon. Il est tellement caméléon que chez vos confrères de BFM, ils ont finalement mimé un décor de brasserie où finalement on ne sait pas si les gens buvaient une bière à côté ou s'ils étaient sommés de boire la bière pour faire partie du décor. Bref, le candidat caméléon va être à Strasbourg pour parler de sécurité. Il sera avec les Alsaciens pour la fermeté et puis après-demain encore autre chose. Je dois dire qu'on a du mal à le suivre. Et j'ai envie de dire que, parce que j'ai envie d'être positif et sympathique, sa conversion sociale, si elle pouvait durer, peut-être qu'il faudrait un implant, parce qu'un patch, manifestement, ça tient pas plus de 4 jours, pourrait être une bonne nouvelle pour l'ensemble des Français, et des Français de gauche qu'il a ignoré. Mais on me dit dans l'oreillette que bientôt M. Sarkozy va se rallier, Effectivement, et que dans la séquence législative, il n'aura Dieu. Parce que l'amour n'a qu'un temps. On dit l'amour dure 3 ans. Chez M. Macron, ça va beaucoup plus vite. Il pourrait, après-demain, céder aux assauts d'un certain nombre de députés LR pour compléter sa majorité parlementaire. Bon. Donc j'ai envie d'être optimiste. Aujourd'hui, vive la sociale. Oui. Eh bien, vive la sociale. Est-ce le dépit, François Calfon, les 1,75% de Anne Hidalgo qui ça, vous mettent tant d'acidité sur la langue? Je sens que je vais la prendre pendant longtemps, celle-là. mais le cœur des Français, je vous donne un scoop, à chacun d'entre vous est bien à gauche. Ouais. Ça, chacun sondera son âme pour répondre à cette question. Bruno Jeudi, gauchir son programme au risque de braquer l'électorat de droite qu'il a courtisé pendant 5 ans. C'est quand même, c'est délicat là pour Emmanuel Macron. Il a regardé les résultats dimanche soir. Il a à peu près siphonné ce qu'il pouvait gagner à droite. Le centre droit est venu directement sur lui avant même le deuxième tour. C'est l'opération siphonnage de ce qui reste de LR. Le vote utile a fonctionné dans ce sens. Et pour Emmanuel Macron, j'allais dire, il n'y a plus grand-chose à glaner. Peut-être un peu de réserve du côté de LR, mais il en reste plus beaucoup. Un petit peu du côté de Zemmour. Je suis pas sûr que tous les électeurs du 16e, tous ces vieux bourgeois qui se sont encanaillés en votant Zemmour, vont voter pour Marine Le Pen. Et puis, il reste évidemment les abstentionnistes. Mais c'est vrai que pour Emmanuel Macron, aujourd'hui, il faut regarder à gauche. Et donc, on l'a vu hier. Il est parti dans le Nord, sur les terres de Marine Le Pen, dans des endroits où on ne l'avait pas vu jusqu'à présent. Labourer, le déplacement était assez difficile quand on regarde un peu dans le détail. Ouais. C'est toujours compliqué pour un candidat, mais bon, on ne va pas le reprocher, puisque avant le premier tour, on lui disait qu'il ne faisait pas campagne sur le terrain. Donc moi, je ne rentrerai pas sur ce point-là. En revanche, ça m'inquiète un peu de le voir maintenant barguiner sur la réforme des retraites. C'était à peu près la seule chose précise qu'il y avait dans son programme. Je vous fais part de ma théorie toute personnelle. Oui. Évidemment, Emmanuel Macron annonçant vouloir faire la retraite à 65 ans et vient maintenant faire ce cadeau d'1 an avec une retraite à 64 ans qui, je le rappelle, était l'objectif qu'il avait avancé il y a quelques mois de cela. C'est un peu la technique du vendeur de canapé, quoi. Je vous le fais. Il est à 5 000, mais allez, je vous fais une fleur, c'est à 4 000, qui est le prix, l'objectif visé depuis le départ. Enfin, oui, alors, c'est une théorie toute personnelle. Non, mais peut-être, mais le problème, c'est qu'il dit aussi, on va concerter, il écarte pas l'hypothèse d'un référendum. Tout ça est tout vu d'avance. Pour faire la réforme des retraites, ça ne fait plaisir à personne. Les Français sont toujours
contre. De toute façon, il faut beaucoup de courage politique. Donc ça sert à rien. Je rappelle un sondage qui date de début février, 70% des Français sont pour la retraite à 60 ans. Oui, bien sûr, non, mais on est d'accord. C'est tous les démagogues, ils ont ça sur leur programme. Le problème, c'est que il faut le faire. Alors bon, il ne l'a pas fait pendant 5 ans. Il l'annonce pendant la campagne, ça manque pas de courage, mais si dans l'entre-deux tours, il commence déjà à mettre les rétrofreins... Et encore, il reste 14 jours de campagne, hein, je le dis au passage. On va donner la parole à Emmanuel. Alors je rappelle l'enjeu, Emmanuel Ducrot. L'enjeu, dit-on partout, la clé du second tour, c'est l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui a priori, selon les enquêtes d'opinion, est partagé en à peu près 3 tiers presque égaux. 35% iraient voter Macron contre Marine Le Pen. 35% s'abstiendraient par dégoût, finalement, du résultat. Et vous en avez un dernier tiers qui porterait ses voix sur Emmanuel Macron en disant souvent « je connais pas bien le programme de Marine Le Pen, mais bon, Macron 50+, c'est trop pour moi. Il y a le problème de l'immigration, mais elle fait la retraite à 60 ans. » Voilà, se pose aussi le terme dans ces... Enfin, le débat, pardon, dans ces termes-là. Hein. Mais oui, c'est parce que en fait, cet électorat de Jean-Luc Mélenchon n'est pas l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. C'est un électorat qui est composite. Il y a eu cette histoire du vote utile qui a très bien fonctionné. C'est presque 10 points sur les 22% qui seraient du vote utile. Et donc, c'est pas un vote de conviction profonde ou d'adhésion à Jean-Luc Mélenchon. Ce sont des gens qui ont joué un va-tout en se disant si on veut une gauche au second tour de l'élection, il faut qu'on soit tous derrière Jean-Luc Mélenchon, qui était celui qui avait le plus de chances d'être au second tour. Et ces gens-là, ils sont, c'est pas un électorat captif du tout. Et effectivement, il faut aller le chercher argument par argument. Alors, on sait que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu, il est jeune et il est urbain. Alors, c'est deux choses qui ne se recoupent pas forcément dans le vote pour Emmanuel Macron et dans le vote pour Marine Le Pen. On sait que plus on s'éloigne des centres, plus les gens ont voté pour Marine Le Pen, mais on sait aussi que les gens âgés n'ont pas voté pour Marine Le Pen. Donc, il faut aller chercher quasiment personne par personne et c'est ça qui explique les déplacements sur le terrain, parce qu'il y a des gens qui sont à aller séduire personnellement. Alors Marine Le Pen, elle le fait depuis le début de sa campagne, et Emmanuel Macron, sur ce terrain-là, il a un vrai retard. Donc il doit aller séduire de l'électorat rural qui est plutôt acquis à Marine Le Pen, qui regarde Emmanuel Macron avec le souvenir des Gilets jaunes, notamment, et puis un électorat jeune qui, lui, est un déçu du climat et du mélenchonisme. François Calfon, vous qui avez vous avez mené des campagnes, des batailles électorales, justement. Alors, quand on regarde un peu la stratégie de Marine Le Pen, on voit que, alors c'est ce que Raphaël Liorca, de manière, avec des mots un peu intello dans l'opinion, appelle ça la stratégie d'inversion du stigmate. Et Marine Le Pen, en fait, elle est en train de nous dire, moi je suis la candidate de l'Union, Emmanuel Macron c'est le chaos, c'est la désunion, c'est les gilets jaunes, c'est emmerder les non-vaccinés. Et puis, il y a aussi ce calcul, 4,7 points d'écart, selon les résultats du premier tour, c'est beaucoup, 1 650 000 voix. Ça la place en position de challenger, et c'est parfait, en fait, pour actionner le levier de l'anti-macronisme. Vous voulez pas d'Emmanuel Macron, votez pour moi. Oui, en fait, moi, ce que je constate, c'est que le tableau de report des candidats est pas si pertinent que ça pour le deuxième tour. Il donne une photo, bien sûr, mais fondamentalement, ce qui est beaucoup plus signifiant dans cette élection, c'est le fait que chaque catégorie se parle à elle-même et ne communique plus avec les autres. Je le dis autrement. L'électorat populaire, clairement, des petites villes, de la province. Je voyais une carte de la Sarthe qui était acquise à François Fillon. La Sarthe, elle se répartit comment maintenant ? Dès qu'il y a des petits bourgs, ça vote Macron. Dès que c'est la ruralité, ça vote Le Pen. Donc ça n'a rien à voir avec les orientations d'autrefois. Donc les stigmates, je réponds à votre question, ils sont de part et d'autre. C'est-à-dire que le méchant, et elle sera la méchante jusqu'au bout. Le méchant, c'est pour le bloc élitaire, comme on dit, élargi aux classes intellectuelles déclassées qui sont le socle de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, ce sera toujours Le Pen. Mais alors, de part et d'autre, on a deux candidats qui nous. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et à l'inverse, dans les catégories populaires, peu diplômés, d'actifs, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce matin même, j'entendais un témoignage de quelqu'un issu d'immigration, mais intégré de la bourgeoisie, qui a voté Mélenchon au premier tour et qui dit je vais voter Le Pen au second parce que mon sujet à moi, c'est de faire barrage à Emmanuel Macron. Voilà. Donc c'est vraiment le prisme social où on se situe dans l'échelle sociale, où on a la perception de se situer. C'est d'où tu votes. Mais bien sûr, c'est d'où tu votes. C'est moi, puisque vous dites que j'ai fait beaucoup d'élections, pour moi, c'est ça qui est marquant. C'est-à-dire qu'il y a peu de mobilité idéologique en fonction de son ancrage
territoriale et sociale. Et donc la question de la présidentielle, pour moi, bien sûr, Macron part avec un gros avantage, y compris chiffré, on peut le dire. Il y a une dynamique quand même. Il fait un score qui n'est pas mauvais. Est-ce que Madame Le Pen, qui est très bon, qui n'est pas mauvais. C'est un président sortant. Attendez, il consolide son socle par rapport à 2017. Pardon, Bruno Jeudi, je sais qu'il faut dire le catéchisme. François Calfon, là, je parle ça. Attendez, je termine juste ma phrase, comme ça vous me répondrez. Le point, il est tout simple, c'est est-ce que Madame Le Pen mobilisera dans les abstentionnistes un électorat populaire en déclenchant l'antimacronisme, parce qu'il est aussi violent que dans certains secteurs, l'anti-lepénisme qui demeure. C'est ça les blocs, à mon avis, qui feront l'élection, qui ne la feront pas. Bruno, 2 référendums sont en train d'être organisés par nos 2 candidats. Là, un référendum anti-Macron par Marine Le Pen et un référendum anti-Le Pen par Emmanuel Macron. C'est un peu ça, c'était le second tour. C'est vrai. On se retrouve en 2017, c'était le référendum de tout sauf Le Pen qui avait prédominé et qui avait inversement profité largement au nouveau candidat Emmanuel Macron, porteur de nouveautés, d'aspiration au dépassement politique, la fin de la gauche, la fin de la droite, et ça avait largement profité à Emmanuel Macron. Le score plus 64%, 66%, victoire très large. Cette fois-ci, c'est tout l'enjeu de cet entre-deux tours. Est-ce que ce sera le tout sauf Le Pen ou le tout sauf Macron? Et on voit bien qu'on démarre sur une base où c'est le tout sauf Macron qui est en train plutôt de se mettre en place. D'où vous croyez? On voit bien qu'il y a une difficulté pour Emmanuel Macron. C'est pour ça que hier, il est pied au plancher. Il y a un biais médiatique dans ce cas-là, parce que si vous regardez bien, les partis politiques, mais aussi plusieurs titres de presse, prennent ostensiblement position en faveur d'Emmanuel Macron. Après, il y a la caisse de résonance médiatique, et puis il y a les Français. C'est les Français qui votent à l'arrivée, c'est pas les journaux. Mais on voit bien que pour Emmanuel Macron, qui a bien compris qu'il fallait absolument éviter la polarisation peuple-élite, il est allé hier dans les Hauts-de-France, dans le Nord, Carvin, Denain, pour essayer justement de sortir de cette tenaille. Alors bon, c'était compliqué le déplacement hier pour Emmanuel Macron. Tout à l'heure. Mais là, je pense qu'il essaie de sortir de ça, parce qu'il y a un danger pour lui. Aujourd'hui, il va à Strasbourg, il change complètement de terrain. L'Europe, la sécurité, c'est l'enjeu de cet entre-deux-tours, alors que inversement, Marine Le Pen, qui avait visiblement pas aussi bien préparé son début de campagne d'entre-deux-tours, a improvisé quelque chose dans Lyon. C'était un peu oui, mais elle arrive avec une mesure en disant un peu bricolé de produits essentiels. Elle reste sur le pouvoir d'achat. Elle reste sur le pouvoir d'achat. Mais vous allez voir que ça va se déplacer, parce que il va aussi aller la chercher sur d'autres terrains. Emmanuel Ducrot. C'est intéressant. Vous parliez tout à l'heure de l'excellent article de ma consoeur Corinne Laïc. Ce que la haine contre lui dit du président et du pays. Et ce qu'elle décrit dans cet article, j'invite vraiment les auditeurs à aller le lire, parce que c'est un très très bon article. Elle décrit en fait une nouvelle figure de polarisation que n'avaient pas les anciens présidents de la République. Elle explique qu'Emmanuel Macron, qui est un positionnement plutôt centriste, devrait en bénéficier, c'est assez rassembleur, et que pour autant ce positionnement centriste est saboté par sa verticalité dans sa façon d'exercer le pouvoir. Et il est devenu effectivement une espèce de Marine Le Pen en miroir, et ce sont des personnages qui concentrent des détestations plus que des passions. Et c'est vraiment, quand vous parliez de référendum pour l'un ou pour l'autre, c'est exactement ça qui est en train de se dessiner. Vraiment, ce qu'elle décrit, c'est une sorte d'irrationalité dans la relation qu'ont les Français à Emmanuel Macron, mais pas une irrationalité dans le sens positif du terme, c'est-à-dire comme on a pu voir des élans populaires pour certains présidents ou certains candidats. On est plutôt dans l'inverse. Et finalement, les gens qui votent pour lui ne s'inscrivent pas dans cette passion. C'est assez intéressant de voir comme elle le décrit. Vote d'étripe, vote de classe aussi. De toute façon, c'est clairement, ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est clairement un vote de classe. Et je pense que dans cette affaire, c'est pour ça que, bien sûr, sur le papier, Emmanuel Macron peut gagner. D'ailleurs, c'est souhaitable qu'il gagne, c'est mon opinion. Mais l'affaire n'est pas jouée pour 2 raisons. D'abord parce que vous, je le dis très rapidement, d'abord parce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il avait disrupté le centre, et en fait, il n'apparaît plus comme le centre, il apparaît comme le candidat McKinsey de la mondialisation et du bloc élitaire. Que toute la province et les villes moyennes et les classes populaires aiment détester. Et surtout, en disant hier, il n'y a pas eu de front républicain la dernière fois, il se prive, me semble-t-il, d'un argument vis-à-vis de Le Pen qui est clairement dédiabolisé. Merci à tous les 3, François Calfon, Bruno Jeudi, Emmanuel Ducrot.